Messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. 15 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 ce vendredi. 14 patients déclarés guéris. Le Sénégal compte en ce moment 125 patients sous traitement. La fête de Pâques à l'épreuve du Covid-19 en ce vendredi saint, c'est le calme plat à la cathédrale de Dakar. Juste quelques fidèles de passage pour apporter leur soutien sous forme de quête. Et puis la conjonction économique durement ressentie au marché Bignona de Grand Yoff, réputé pour sa vente de viande de porc. Le galar presque inexistant du fait de la pandémie. Reportage à suivre dans ce 20h. Et puis la première ordonnance du chef de l'État pour les travailleurs face à la pandémie qui menace l'emploi. Et la Corse et les conditions de licenciement et garantie un revenu aux travailleurs mis au chômage technique. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 15 personnes ont été testées positives au coronavirus ce vendredi, ce qui porte à 265 le nombre de malades recensés au Sénégal. Une annonce du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. À ce jour, donc, le Sénégal compte 125 patients en traitement, puisque 14 ont été déclarés guéris. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Sur 195 tests réalisés, 15 sont revenus positifs. Il s'agit de 15 cas contacts suivis par nos services. 14 patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 265 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 137 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 125 patients sous traitement dans nos hôpitaux. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Plus de 19 cas de transmission communautaire, 2 décès, 1 malade évacué en France, 137 guéris, 125 sous traitement. C'est le bilan après 5 semaines plutôt après l'apparition du Covid-19 au Sénégal. On fait le point avec Salif Sow. D'ici une semaine, le Sénégal pourra se retrouver sans cas contact. À ce moment, 565 sont en cours de suivi, soit 3% des cas contacts recensés. En d'autres termes, 2619 sur les 3432 sont sortis de suivi. Donc 3% des cas contacts sont testés aussi positifs. L'essentiel des patients sont âgés entre 30 ans et 60 ans. 19 parmi eux sont des cas de transmission communautaire. Depuis presque une semaine, je le rappelle, aucun cas importé n'est enregistré. Le Sénégal a fermé toutes ses frontières vers le 22 mars. Le virus mortel est entré dans notre pays 20 jours plus tôt. 40 jours plus tard, 265 personnes sont atteintes, 137 guéries, 1 évacuée, 125 sous traitement et 2 décédés. Dakar, la capitale, est l'épicentre du Covid-19. Sur ce, plusieurs mesures ont été prises par les autorités. Parmi celles-ci, l'état d'urgence, le couvre-feu, l'interdiction de tout rassemblement et une enveloppe de 1000 milliards va être distribuée aux victimes du coronavirus. À présent, le point de la semaine du ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Retenez que sur 2403 sorties, 800 infractions ont été notées, 10 tonnes de produits retirés du marché selon le ministre Aminata Assome Diatta, que je vous propose d'écouter. Depuis ces 2 dernières semaines, le ministère du Commerce a effectué 2403 visites. Et sur les 2403 visites effectuées sur le territoire national, nous avons relevé 800 infractions. Donc 800 personnes en tout cas ont été auteurs d'infractions et donc des PV ont été rédigés. Et le ministère a également retiré des circuits de distribution 10 tonnes de produits alimentaires et
saisi également 1758 flacons de gel hydroalcoolique. Et donc le ministère a également pris un arrêté pour fixer le prix des gels hydroalcooliques. Et donc au-delà du produit qui est le gel, le ministère a effectué aussi des contrôles pour voir un peu le respect des prix des denrées de première nécessité sur toute l'étendue du territoire. Et donc nous avons également veillé à la qualité des produits qui sont mis sur les circuits de distribution. Puis le chef de l'État décerne sa première ordonnance aux travailleurs face au Covid-19 qui menace la précarité de l'emploi. Là-dessus, nous écoutons les explications du ministre du Travail Sambassi. C'était ce matin, c'est dans cet élément signé Chérifia. Il s'agit de 4 mesures phares prises par le président de la République à travers une première ordonnance qui vise à maintenir les emplois dans cette période de crise sanitaire. Interdiction durant la pandémie du Covid-19 et dans les limites de temps de la loi d'habilitation de tout licenciement autre que celui motivé par une faute lourde du travailleur. Deuxièmement, obligation pour l'employeur, afin d'éviter le chômage technique, de rechercher avec les délégués du personnel des solutions alternatives telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, l'anticipation des congés payés, le redéploiement des personnels, le travail à temps partiel. L'employeur doit aussi garantir une rémunération pour le travailleur en chômage technique, ajoute le ministre Sambassi. Garantie d'une rémunération pour le travailleur en chômage technique qui ne saurait être inférieure ni au SMIC ni à 70% de son salaire moyen net des 3 derniers mois d'activité, en contrepartie de mesures d'accompagnement de l'État au profit de l'employeur. Enfin, quatrièmement, obligation pour le travailleur en chômage technique de rester à la disposition de l'employeur pour d'éventuels travaux ponctuels. Depuis le vote de la loi d'habilitation par l'Assemblée nationale, le président de la République vient ainsi décerner sa première ordonnance. Elle durcit du coup les conditions de licenciement selon les articles L60, L65 et L214 du Code du travail. Et puis le secrétaire général du CNTS-FC se félicite de la première ordonnance prise par le chef de l'État pour sécuriser les employés. Cheikh Diop lui demande de ne pas tarder à mettre en œuvre les mesures d'accompagnement pour les entreprises, entre autres. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Mohamed Samb. D'abord, nous devons le dire et de façon très nette, nous saluons la décision du chef de l'État de prendre la première ordonnance en direction du monde du travail pour sécuriser les emplois durant cette période de crise. Ça, nous le saluons vivement et c'est ce qu'on entendait de lui après notre rencontre de consultation. Il faut aussi reconnaître que les mesures d'accompagnement doivent aller très vite, doivent être mises en place très vite, faute de quoi il y aura quand même des PME-PMI qui auront des difficultés. C'est la raison pour laquelle nous disons, en plus des mesures d'accompagnement qui ont été prises dans la période pour soutenir notre économie, il faudrait qu'on aille vers la mise en place rapide de ces mesures d'accompagnement, mais aussi à cela qu'on ajoute le règlement de la dette intérieure, parce que dans certains secteurs, insoupçonnés d'ailleurs, dans le secteur du pétrole, il y a des PME-PMI qui aujourd'hui, si la dette intérieure qui est due depuis plus de 3 ans n'est pas payée, je pense qu'il y aura des difficultés. La question de l'emploi est la plus importante, c'est la conviction de Mounirou Ndiaye. Il est enseignant-chercheur à l'université de Thiès et il se félicite de la sortie du ministre du Travail au micro de Cheikh Anta Diop. Une entreprise qui n'arrive pas à couvrir ses charges va être en difficulté et elle sera dans l'obligation de se séparer de certains travailleurs. Il faut qu'un langage de vérité soit tenu par l'État. Il faut que l'État nous dise jusqu'à quand et jusqu'où il peut tenir. Parce que sortir 302 milliards pour payer les fournisseurs, ça c'est la priorité. Parce qu'il y a des entreprises qui dépendent de la commande publique. L'État a une dette vis-à-vis de ces entreprises-là. Il faut les payer pour leur permettre au moins d'avoir une assise afin de pouvoir affronter la situation. Les 100 milliards dans l'hôtellerie, c'est même insuffisant. Pourquoi? Parce que l'hôtellerie est le secteur qui a été le plus touché
par cette crise-là. Je pense que ça, c'est la priorité. Les 402 milliards qui vont aller aider ces entreprises-là, c'est la priorité. La deuxième priorité, c'est quoi? C'est de dire que ce n'est pas la peine de distribuer de l'argent ou de faire des ressources fiscales. La logique, c'est de dire aux entreprises, ma priorité, c'est de maintenir les gens au travail, de les maintenir dans leur rémunération, c'est-à-dire de leur permettre de percevoir leur rémunération. Le reste, c'est quoi? C'est la sécurisation de l'approvisionnement et de suite. Mais il faudrait tout de suite que l'État nous dise jusqu'où il peut aller. Cette crise perdure, les cas communautaires se multiplient, il faut peut-être aller vers le confinement, on ne sait pas, et ça va s'arrêter. Ouvrons à présent le chapitre Pâques, vendredi saint, une fête toute particulière cette année pour les fidèles chrétiens. Calme plat à la cathédrale de Dakar, juste quelques croyants de passage pour apporter leur soutien sous forme de quête. Mais nos reporters ont tout de même rencontré l'abbé Jacques Sec sur place. Il estime que l'adoration, c'est dans le cœur. Il est dans ce reportage signé Alassane Ba et Armadouba. Des portes fermées à côté des gardiens positionnés pour régler le stationnement ou orienter les quelques fidèles venus apporter leur participation à la quête. En temps normal, c'est l'image qu'affiche la cathédrale de Dakar en nos jours de vendredi saint. Mais aujourd'hui, c'est un autre visage. Le Covid-19 a fermé les portes de tous les lieux de culte. Nous avons croisé Abbé Jacques Sec sur les lieux. Sa conviction est que l'église fermée ou ouverte, l'adoration c'est d'abord dans le cœur. Ce n'est pas la fin du monde. Ça ne peut pas nous empêcher d'adorer Dieu. Parce que la meilleure adoration, ce n'est pas l'église, c'est mon cœur. C'est ici, c'est dans le cœur. Que ceci soit arrivé lié à une pandémie, maladie, c'est dommage. Mais ça ne va pas nous bousculer trop. Dans l'église ou dans ma chambre, dans la rue ou dans l'église, je peux adorer Dieu correctement. Ce vendredi est un jour spécial, très spécial pour les fidèles catholiques. Le jour le plus riche finalement pour nous chrétiens. Qu'est-ce qui est arrivé? L'amour de Dieu total pour nous a été manifesté ce jour-là par la mort du Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ sur la croix, il y a des milliers d'années. Cette année, la fête se fera dans les maisons, loin des lieux de culte, conséquence de la pandémie du Covid-19. D'une voix tremblotante, gagnée par l'émotion, Virginie Prangal n'a pu s'empêcher de prononcer cette prière pour marquer la journée. Aussi vrai que Jésus est monté au ciel, de même qu'il soit aussi vrai que Jésus me préserve et me préservera de tout accident corporel. Le 10 avril donc qui marque la célébration du vendredi saint, un événement qui caractérise la souffrance, l'endurance et le traitement de Jésus sur terre durant ces derniers moments. Là-dessus, je vous propose de suivre les explications de l'abbé Jean-Louis Colly, curé de la cathédrale de Saint-Louis, au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Vendredi saint, nous pouvons dire tout simplement c'est un grand jour, un jour important pour l'Église. Mais ce n'est pas seulement le vendredi qui compte, c'est tout un ensemble. Là, nous nous trouvons dans la semaine que nous appelons Semaine Sainte. Semaine Sainte, c'est la dernière semaine du Carême. Et donc, c'est la semaine pendant laquelle nous entrons plus profondément en communion avec le Christ qui vit ces derniers jours, ces dernières heures sur la terre. Vendredi, c'est le jour, si vous voulez, le jour où nous commémorons la mort du Christ en croix. C'est vraiment un jour triste, mais nous voyons plus loin, nous voyons cet amour du Christ qui l'a amené à aller jusqu'au bout de sa mission. Il est venu pour sauver l'humanité et il n'a pas reculé. Il a dit la vérité et c'est cette vérité, malheureusement, qui l'a conduit à cette situation. Intéressons-nous à présent au Triduum Pascal, autrement dit les 3 jours les plus importantes de la religion chrétienne. 72 heures plein de sens et de sainteté que nous explique ici le curé Blaise Pascal Sagna au micro de Mohamed Samb. Nous allons passer 72 heures très denses qui se résument par ce qu'on appelle le mystère de la foi, la passion, la mort et la résurrection du Christ.
Avant de parler du jeudi, du vendredi saint, il faudrait peut-être parler de la veille. Le soir du jeudi saint, quand Jésus a réuni ses disciples et qu'il leur a partagé le pain et le vin. Et le soir du jeudi saint, donc, Jésus, en reprenant ce repas pascal du temps de Moïse, a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Il leur donne une autre dimension, un nouveau sens, parce que c'est lui qui va maintenant être sacrifié à la place des animaux, à la place des agneaux. Et son sacrifice, il est perpétuel, il est irremplaçable et il nous sauve de tous les péchés. Et aujourd'hui, en ce vendredi, presque à la même heure, Jésus va donc mourir sur la croix, il va donner sa vie et ce qu'il avait annoncé la veille, il va le réaliser. Il meurt sur la croix, non pas parce qu'il est faible, non pas parce qu'il démissionne, mais parce qu'il a choisi de mourir librement par amour pour l'humanité, par amour pour nous tous. Et ce vendredi donc c'est important, mais il n'y a pas de vendredi sans dimanche de Pâques. Ça veut dire que nous ne pouvons pas penser la mort de Jésus sans nous projeter sur la résurrection, sur la victoire. C'est cela qui est plus important, l'un ne va pas sans l'autre. Et puis la fête de Pâques durement éprouvée par la pandémie du Covid-19, le Ngalar emprisé par les Sénégalais presque inexistant au marché Bignona de Grand Yoff, la vente de viande de porc tourne au ralenti. Les clients se font désirer, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Mohamed Samb et Youssou Baro. Jadis florissant, ce n'est plus le grand rush au marché Bignona de Grand Yoff. Site connu pour l'abattage et la vente de porc est affecté la pandémie du coronavirus. Les clients viennent par compte-gouttes. Vu la conjoncture et la situation avec la maladie du coronavirus. La maladie nous a beaucoup causé de problèmes. Actuellement, les allées et venues sont strictement limitées. Si tu n'as plus de marchandises, par exemple, si tu n'as plus de porc là, tu es obligé de retourner dans les régions telles que Diourbel, Fatick et autres là. Mais pour y aller, c'est tout à fait un problème. Avec ce contexte de Covid-19 et ses conséquences, Julia, à l'image de beaucoup de chrétiens, est obligée de revoir la note pour célébrer la résurrection du Christ. Avec la fête du vendredi saint, ça se prépare parce qu'un jour, 7 jours, c'est un jour très douloureux. Parce que c'est aujourd'hui que le Christ est mort. Et aujourd'hui, on ne peut pas manger de la viande. Aujourd'hui est un vendredi saint. Autre conséquence de la propagation du coronavirus, cette année, les inconditionnels du très attendu Ngalar risquent de ne pas goûter à ce plat de fête. Ne pas manger le Ngalar une fois ne nous tuera pas. J'espère. Ne pas manger le Ngalar une fois ne nous tuera pas. Mais manger le Ngalar une fois pour être atteint de coronavirus, mourir, je crois qu'on doit choisir. Ça nous manque souvent. Il y a beaucoup de personnes qui nous appellent de gauche à droite pour nous dire pourquoi pas le Ngalar. On l'a dit, on ne peut pas faire le Ngalar parce qu'on a dit ne pas saluer. Or que cette mère qui salue aux gens, on ne peut pas faire un Ngalar. Ambiance bon enfant dans ce quartier populeux de Grand Yoff, malgré les demandes à rester dans les maisons, entre conjoncture et respect des mesures de prévention, la fête de Pâques de cette année aura un cachet particulier. Seulement, nous sollicitons moins de clients parce qu'il faut quand même l'espace qu'on demande. Faisant face à ce... On a tout fait pour qu'on ferme le marché à 17h. À 17h, le marché sera fermé. C'est pas comme d'habitude, on vend quand même à 20h. La donne a changé pour la célébration du Triduum pascal, l'événement religieux très attendu par les fidèles chrétiens et même musulmans sera fêté cette année dans la plus grande simplicité. Merci à vous Mohamed Samb, c'était tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la célébration du Vendredi Saint. C'est plus de 950 000 ménages qui devraient bénéficier de l'aide alimentaire. Des comités de suivi et de pilotage sont mis en place dans des collectivités locales. On fait le point avec Aminata Baresso.
Sur la base de ce tableau établi par le ministère du Développement communautaire, nous avons fait le cumul des ménages vulnérables au Covid-19. Au total, ils sont 959 255 ménages touchés au Sénégal. 959 255 ménages recensés à travers les 14 régions du Sénégal. Ils devraient bénéficier de l'aide alimentaire mise en place par le gouvernement du Sénégal. Une aide alimentaire qui tourne autour de 100 kg de riz, 10 kg de sucre, 18 barres de savon, 10 litres d'huile, 10 kg de pâtes alimentaires pour chaque ménage. Des comités de ciblage et de suivi sont établis dans les différentes entités décentralisées de l'administration. Les relais communautaires sont également mis à contribution sous la supervision des forces de défense et de sécurité. À côté de ces ménages touchés par les conséquences économiques du Covid-19, il faut ajouter les 588 045 ménages déjà répertoriés dans le registre national unique. Toute cette population devrait bénéficier du programme de résilience économique mis en place par le gouvernement du Sénégal pour aider les familles à supporter les conjonctures économiques et sociales à venir. Les producteurs de la région, les producteurs d'oignons de la région de Thiès demandent à l'État d'acheter leur production pour les distribuer aux populations dans le cadre du Fonds de résilience sociale et économique. Leur production en ce moment risque de pourrir dans les marchés et dans les champs. Cher Antadiop, c'est la terre. Secteur horticole, la cadence vers des difficultés s'accélère. Les producteurs et commerçants d'oignons de Thiès tirent la sonnette d'alarme. Des milliers de tonnes d'oignons sont stockés. Le coronavirus constitue une sérieuse menace. Mais si on pour stocker, il fait chaud actuellement à Thiès. Vous avez vu les stocks. Des tonnes d'oignons commencent à pourrir. On a de très sérieux problèmes à Thiès. L'ARM doit se déplacer pour constater de visu. Parce que nous voulons l'ARM doit se déplacer. Nous faisons pour régler. Ces producteurs d'oignons de Thiès, à travers leur président, appellent l'État à leur venir en aide dans le cadre du programme de résilience sociale et économique. L'État aussi doit trouver un accord avec les producteurs, acheter des tonnes d'oignons et les distribuer aux populations. Alain Ndiaye de dire tout l'intérêt que les commerçants du marché central de Thiès accordent à la lutte contre le coronavirus. Puis le cadre des centres privés de formation professionnelle vit des heures difficiles depuis la fermeture des écoles. Il interpelle le chef de l'État et ses membres, par ailleurs, ont confectionné 5000 masques qu'ils mettront à la disposition de l'État. Nous écoutons les explications de leur porte-parole. Il s'appelle François Boubacar Didiou, interrogé par Salif Sow. La culture que l'État a pris en charge. Alors, je pense que nous sommes aujourd'hui des enfants de l'État et nous sommes en train de former les enfants de la nation sénégalaise. Aujourd'hui, si la situation continue comme ça, perdure comme ça, mais nous allons fermer nos écoles. Et qu'adviendront les enfants là? Cette mesure, aujourd'hui, nous, centre de formation professionnelle, nous confrontons à d'énormes difficultés. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nos recettes qui nous permettent de régler nos charges proviennent du paiement des élèves. Et quand les écoles sont fermées jusque-là, rien n'est entré. Je peux dire que nos comptes sont vides. Et ce qui entraîne quoi? Les salaires ne sont pas payés. Et nous sommes des responsables de famille. Non seulement on a les bâtiments à louer, on a des problèmes avec nos bailleurs qui veulent entrer dans leur fonds parce que eux aussi, c'est de cela qu'ils comptent pour pouvoir régler les charges familiales. Directrice de l'école village des enfants SOS Tamaro Touré de Tamba peine à faire face aux lourdes charges liées aux factures d'eau, de l'électricité et de la rémunération d'une partie du personnel. En effet, 76% des parents d'élèves n'ont pas payé le mois de mars à cause du coronavirus. Les explications de Khadia Touba, directrice donc de l'établissement, au micro de Moussa Omarguey. Au village des enfants SOS Tambacounda, plus de 70% des parents d'élèves n'ont pas encore payé les frais de scolarité en ce qui concerne le mois de mars.
à ce jour, au niveau de l'élémentaire, il y a sur 555 élèves, il n'y a que 138 qui ont payé, soit un taux de pourcentage de 24,85%. Vous voyez, donc vraiment, la situation elle est lamentable. Bon, parlant de la maternelle, donc sur les 134, il n'y a que 15 qui ont payé, soit un taux de 11,19%. Là aussi, il y a des problèmes. Donc, il y a des arriérés autant à l'école élémentaire, soit 385 parents qui n'ont pas encore payé, et même parmi les mois, il y a même octobre, novembre, décembre, janvier qui ne sont pas encore payés. À l'école maternelle, il y a 119 qui n'ont pas encore payé. Ce qui veut dire que pendant le mois d'avril, on ne payera pas le transport, on ne payera pas, comment dirais-je, la cantine, mais au moins la scolarité est à payer. Donc je les exhorte à payer parce que, pour rappel, l'école n'a pas de bailleur. L'école n'a pas de bailleur, c'est l'État qui a mis ici des enseignants, en l'occurrence 10 dont la directrice. Le reste, ce sont d'autres enseignants. Bon, nous devons les payer, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a autre chose. Donc, ce sont les parents qui sont nos partenaires de premier ordre. 34 potages sont confinés au village des enfants SOS de Tambacounda pour éviter toute contamination communautaire. Merci Moussa Omar Gueye, c'est la fin de ce journal. Mais d'abord, on vous laisse de suivre ces images du président ougandais Yoweri Museveni qui essaie tant bien que mal de garder la forme en cette période de pandémie du coronavirus. Voilà, maintenant, je vous laisse avec Aram Touré. Aram, pour la deuxième partie de Soir d'Info qui reçoit